de jour en jour, dit Taglier. Chaque matin, les vins sont ensevelis sous un tas de fumier de cheval frais, autrement dit chaud, qui fournit la température utile à leur croissance. C'est pour cela que chez Paracels apparaissent des prescriptions où on dit qu'il faut faire grandir les homoncules à la température d'un ventre de cheval. Selon notre hôte, ces homoncules lui parlent, lui communiquent des secrets, émettent des vaticinations, qui lui révèlent les vraies mesures du temple de Salomon, qui la façon d'exorciser les démons. Honnêtement, moi, je ne les ai jamais entendus parler. Ils avaient des visages très mobiles. Le roi regardait la reine avec tendresse et ses yeux étaient très doux. Notre hôte m'a dit qu'il avait trouvé un matin l'adolescent bleu échappé qui sait comment à sa prison alors qu'il cherchait à déceler le vase de sa compagne. Mais il était hors de son élément, il respirait avec peine et on le sauva juste à temps en le remettant dans son liquide. Terrible, dit Dieu-Talévi. Je ne les aimerais pas comme ça. Il faut toujours transporter le vase avec soi et trouver ce crottin où vous alliez. Que fait-on l'été? On les laisse au concierge? Mais peut-être, conclut Taglier, sont-ils seulement des ludions, des diables cartésiens ou des automates? Diable, diable, disait Garamond. Monsieur le comte, vous êtes en train de me révéler un nouvel univers. Nous devrions devenir tous plus humbles, mes chers amis. Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre. Mais enfin, à la guerre comme à la guerre. Garamond était tout bonnement foudroyé. Dieu-Talévi gardait un air de cynisme curieux. Besbro ne manifestait aucun sentiment. Je voulais me libérer de tout doute et je lui dis quel dommage que Lorenza ne soit pas venue. Elle se serait bien amusée. Eh oui, répondit-il absent. Lorenza n'était pas venue. Et moi, j'étais comme Amparo à Rio. J'étais mal à l'aise. Je me sentais comme frustré. On ne m'avait pas tendu la gogo. Je quittai le groupe, rentré dans l'édifice en me frayant un chemin à travers la foule. Je passai par le buffet, pris quelque chose de frais, tout en craignant que cela ne contint un filtre. Je cherchais les toilettes pour me mouiller les tempes et la nuque, je les trouvai et me sentis soulagé. Mais quand j'en sortais, je fus intrigué par un petit escalier à vis et me suis renoncé à la nouvelle aventure. Peut-être, même si je croyais m'être ressaisi, cherchais-je encore Lorenza. Pauvre fou! J'aboutis dans une salle située au-dessous du niveau du sol, éclairée avec parcimonie, aux murs rocailles comme les fontaines du parc. Dans un angle, j'aperçus une ouverture semblable au pavillon d'une trompette encastrée dans un mur, et déjà de loin j'entendis qu'en provenaient des bruits. Je m'approchai, et les bruits se firent plus distincts, jusqu'à ce que je puisse saisir des phrases claires et nettes comme si elles étaient prononcées à côté de moi. Une oreille de Denis. L'oreille était évidemment reliée à l'une des salles supérieures et recueillait les propos de ceux qui passaient près de son ouverture. Madame, je vous dirai ce que je n'ai jamais dit à personne. Je suis là. J'ai travaillé sur le cinabre et sur le mercure. J'ai sublimé les esprits des ferments, des sels du fer, de l'acier et leurs écumes, et je n'ai pas trouvé la pierre. Ensuite, j'ai préparé des eaux fortes, des eaux corrosives, des eaux ardentes. Le résultat était toujours le même. J'ai utilisé les coquilles d'œufs, le soufre, le vitriol, l'arsenic, le sel ammoniaque, le sel de verre, le sel alcali, le sel commun, le sel gemme, le salpêtre, le sel de soude, le sel à pinga, le sel de tartre, le sel à l'ambrotte. Mais croyez-moi, il faut vous en méfier. Il faut éviter les métaux imparfaits, rubifiés. Autrement, vous serez trompé comme je l'ai été moi-même. J'ai tout essayé. Le sang, les cheveux, l'âme de Saturne, les marcassites, l'aes oustum, le safran de Mars, les écailles et l'écume de fer, la litharge, l'antimoine, rien. J'ai travaillé pour tirer l'huile et l'eau de l'argent. J'ai calciné l'argent, aussi bien avec un sel préparé que sans sel, et avec de l'eau de vie. Et j'en ai tiré des huiles corrosives. Un point, c'est tout. J'ai employé le lait, le vin, la pressure, le sperme des étoiles qui tombent sur la terre, la chélidoine, le placenta des fœtus. J'ai mélangé le mercure aux métaux, les réduisant en cristaux. J'ai cherché dans les cendres même. Enfin, il n'est rien au monde qui demande plus de prudence que la vérité. La dire, c'est comme se faire une saignée au cœur. Assez, vous m'exaltez. À vous seul, j'ose confier mon secret. Je ne suis d'aucune époque, ni d'aucun lieu, hors du temps.
et de l'espace, je vis mon éternelle existence. Il y a des êtres qui n'ont plus d'ange gardien. Je suis l'un de ceux-là. Et pourquoi m'avez-vous conduit ici? Une autre voix. Cher Balsamo, on est en train de jouer au mythe de l'immortel. Imbécile. L'immortalité n'est pas un mythe, c'est un fait. J'étais sur le point de m'en aller, ennuyé par ce caquetage, quand j'entendis Salon. Il parlait à voix basse, avec tension, comme s'il retenait quelqu'un par le bras. Je reconnus la voix de Pierre. Allons, disait Salon. Vous ne me direz pas que vous aussi vous êtes là pour cette bouffonnerie alchimique. Vous n'allez pas me dire que vous êtes venu prendre le frais dans les jardins. Vous savez que après Heidelberg, De Causse a accepté une invitation du roi de France pour s'occuper de la propreté de Paris. Les façades? Il n'était pas Malraux. J'ai le soupçon qu'il s'agissait des égouts. Curieux, n'est-ce pas? Ce monsieur inventait les orangeries et les vergers symboliques pour les empereurs, mais ce qui m'intéressait, c'était le souterrain de Paris. En ces temps-là, il n'existait pas à Paris un vrai réseau d'égouts, c'était une combinaison de canaux à fleur de terre et de conduits enterrés dont on savait bien peu de choses. Les Romains, dès les temps de la République, savaient tout sur leur cloaca maxima. 1500 ans après, à Paris, on ne sait rien de ce qui se passe sous terre. Et De Causse accepte l'invitation du roi parce qu'il veut en savoir davantage. Que voulait-il savoir? Après le chaos, Colbert, pour nettoyer les conduits en couvert, c'était là le prétexte, fait remarquer que nous sommes à l'époque du masque de fer, y envoie des galériens. Ces derniers se mettent à naviguer dans les excréments, suivent le courant jusqu'à la Seine, et ils s'éloignent dans un bateau sans que personne ose affronter les redoutables créatures enveloppées d'une puanteur insupportable et de nuées de mouches. Alors, Colbert place des gendarmes aux différentes sorties sur le fleuve, et les forçats moururent dans les boyaux. En 3 siècles à Paris, on a réussi à couvrir à peine 3 kilomètres d'égouts. Mais au XVIIIe, on couvre 26 kilomètres, et précisément à la veille de la Révolution. Ça ne vous dit rien? Oh, vous savez, cela. C'est qu'arrivent au pouvoir des gens nouveaux, qui savent quelque chose que les gens d'avant ne savaient pas. Napoléon envoie des équipes d'hommes pour avancer dans le noir, au milieu des déjections de la métropole. Qui a eu le courage de travailler là-bas, à cette époque, à trouver beaucoup de choses? Des bagues, de l'or, des colliers, des bijoux. Que n'était-il pas tombé de qui sait où dans ces couloirs? Des gens qui avaient le cœur d'avaler ce qu'ils trouvaient, pour sortir ensuite, prendre un laxatif et devenir riches. On a découvert que nombre de maisons avaient un passage souterrain qui menait directement à l'égout. Ça alors, à une époque où l'on jetait son vase de nuit par les fenêtres. Et pourquoi trouva-t-on dès ces temps-là des égouts avec une sorte de trottoir latéral et des anneaux de fer murés afin qu'on puisse s'y accrocher? Ces passages correspondent à ces tapis francs où le milieu, la pègre, comme on disait alors, se réunissait. Et si la police arrivait, on pouvait s'enfuir et réémerger d'un autre côté. Feuilleton, pardi! Ah oui, qui cherchez-vous à protéger, vous? Sous Napoléon III, le baron Haussmann oblige par décret toutes les maisons de Paris à construire un réservoir autonome. Et puis un couloir souterrain qui conduise aux égouts collecteurs. Une galerie de 2,30 m de hauteur et d'1,30 m de largeur. Vous rendez-vous compte? Chaque maison de Paris reliée par un couloir souterrain aux égouts. Et vous savez quelle est la longueur des égouts de Paris aujourd'hui? 2000 km. Et sur différents strates ou niveaux. Et tout a commencé avec celui qui a projeté à Heidelberg ses jardins. Et alors? Je vois que vous ne voulez vraiment pas parler. Et pourtant vous savez quelque chose que vous ne voulez pas me dire. Là vous en prie, laissez-moi, il est bien tard. Mais on m'attend pour les réunions. Brûle pas. Je ne comprenais pas à quoi voulait en dire Salon. Je regardais autour de moi, serré que j'étais entre la rocaille et l'ouverture de l'oreille, et je me sentis dans le sous-sol, moi aussi, sous une voûte, et j'eus l'impression que l'embouchure de ce canal phonurgique n'était autre que le début d'une descente dans des boyaux obscurs qui plongeaient vers le centre de la Terre, grouillant de Nibelungen. Je sentis le froid. J'allais m'éloigner lorsque j'entendis encore une voix. « Venez, on va commencer dans la salle secrète. Appelez les autres. » Cette toison d'or. Je retrouvai mon groupe et dis à Aglier que j'avais entendu quelqu'un parler à voix basse d'une réunion. « Ah, dit Aglier, on est curieux. Mais je vous comprends. Si vous vous enfoncez dans les mystères hermétiques,
Vous voudrez n'en rien ignorer? Eh bien, ce soir devrait avoir lieu, pour ce que j'en sais, l'initiation d'un nouveau membre de l'ordre de la Rose-Croix ancien et accepté. On peut voir? Demanda Garamond. On ne peut pas, on ne doit pas, on ne devrait, on ne pourrait, mais nous ferons comme ces personnages du mythe grec qui virent ce qu'ils ne devaient pas, et nous affronterons l'ire des dieux. Je vous permets de glisser un regard. Il nous fit monter par un escalier étroit jusqu'à un couloir sombre, écarta une tenture, et à travers une baie vitrée close, nous pûmes jeter un coup d'œil dans la salle en contrebas, éclairée par des braseros ardents. Les murs étaient tapissés de damas tissés de fleurs de lys, et au fond se dressait un trône surmonté d'un baldaquin doré. De chaque côté du trône, profilé en carton ou en matière plastique, posé sur deux trépieds, un soleil et une lune, d'une exécution plutôt grossière, mais recouvert de feuilles d'étain ou de lames de métal, naturellement d'or et d'argent, et d'un certain effet car les deux astres étaient directement animés par les flammes d'un brasero. Au-dessus du baldaquin, pendait du plafond une énorme étoile étincelante de pierres précieuses ou de lamelles de verre. Le plafond était tapissé de damas bleus constellés de grandes étoiles argentées. Face au trône, une longue table que décoraient des palmes où était posée une épée, et juste devant la table, un lion empaillé à la gueule grande ouverte. D'évidence, quelqu'un lui avait disposé une petite lampe rouge à l'intérieur du crâne, car ses yeux brillaient, incandescents, et sa gorge paraissait lancer des flammes. Je pensais qu'il devait y avoir la patte de M. Salon là-dessous, et je réalisais enfin à quel client curieux il faisait allusion le jour où je le rencontrai dans la mine à Munich. À la table se trouvait Bramante, attifé d'une tunique écarlate et de parements vert brodés, d'une chape blanche à franges d'or, d'une croix sur la poitrine et d'un chapeau rappelant vaguement une mitre, orné d'un panache blanc et rouge. Devant lui, dans une attitude hiératique, une vingtaine de personnes, également en tunique écarlate, mais sans parement. Tous portaient sur la poitrine quelque chose de doré qu'il me sembla reconnaître. Je me souvins d'un portrait de la Renaissance, d'un grand nez des Habsbourg, de cet agneau bizarre aux pattes pendantes pendues par la taille. Ces gens se paraient d'une imitation acceptable de la Toison d'Or. Bramante était en train de parler, les bras levés, comme s'il psalmodiait une litanie, et les assistants répondaient par moments. Puis Bramante leva l'épée, et tous tirèrent de leur tunique un stylet ou un coup de papier, et ils le brandirent. Et ce fut à cet instant qu'Aguillier laissa retomber la tenture. Nous en avions trop vu. Nous nous éloignâmes, à l'allure de la Panthère Rose, comme précisa Lyotta Lévy, exceptionnellement informé sur les perversions du monde contemporain, et nous retrouvâmes dans le jardin un peu essoufflé. Garamond était abasourdi. « Mais ce sont des maçons !»« Oh, dit Aguillier, que veut dire maçon? Ce sont des adeptes d'un ordre chevaleresque, qui se réfèrent aux Rose-Croix et indirectement aux Templiers. » « Mais tout ça n'a rien à voir avec la maçonnerie, demanda encore Garamond. S'il y a quelque chose en commun avec la maçonnerie, dans ce que vous avez vu, c'est que le rite de Bramante aussi est un hobby pour les gens des professions libérales et les politiciens de province. Mais il en alla aussi dès les débuts. La franc-maçonnerie fut une pâle spéculation sur la légende templière, et celle-ci est la caricature d'une caricature. Sauf que ces messieurs le prennent terriblement au sérieux. Hélas, le monde grouille de rosicruciens et de templaristes comme ceux que vous avez vus ce soir. Ce n'est pas de ceux-là qu'il faudra attendre une révélation, même si c'est parmi eux qu'on pourrait rencontrer un initié digne de foi. Mais enfin, demanda Belbeau, et sans ironie, sans défiance, comme si la question le concernait personnellement. Enfin, vous les fréquentez? À qui pouvez-vous, excusez-moi, pouviez-vous croire, vous, parmi tous ces gens-là? À aucun, naturellement. Ai-je l'air d'un individu crédule? Je les regarde avec la froideur, la compréhension, l'intérêt, avec quoi un théologien peut observer les foules napolitaines qui hurlent en attendant le miracle de Saint-Janvier. Ces foules témoignent une foi, un besoin profond, et le théologien rôde parmi ces gens bavants et suants, parce qu'il pourrait y rencontrer le saint qui s'ignore.
le porteur d'une vérité supérieure, capable un jour de jeter une nouvelle lumière sur le mystère de la très sainte Trinité. Mais la très sainte Trinité n'est pas Saint-Janvier. Il était insaisissable. Je ne savais comment définir son scepticisme hermétique, son cynisme liturgique, cette mécréance supérieure qu'il portait à reconnaître la dignité de toute superstition qu'il méprisait. C'est simple, répondait-il à Belbeau. Si les Templiers, est vrai, ont laissé un secret et institué une continuité, il faudra bien aller à leur recherche, et dans les milieux où ils pourraient le plus facilement se camoufler, ou peut-être eux-mêmes inventent rites et mythes pour agir sans être observés, tel un poisson dans l'eau. Que fait la police quand elle cherche l'évadé sublime, le génie du mal? Elle passe au peigne fin les bas-fonds, les bars malfamés, que hante d'habitude la canaille, les petites frappes, qui ne parviendront jamais à concevoir les signes grandioses de la personne recherchée. Que fait le stratège de la terreur pour recruter ses futurs acolytes et se rencontrer avec les siens et les reconnaître? Il déambule dans ces lieux de rendez-vous de pseudo-subversifs où beaucoup, qui ne sont jamais tels par manque de trempe, miment à découvert les comportements présumés de leurs idoles. On cherche la lumière perdue dans les incendies ou dans ces sous-bois, quand, après le flamboiement, les flammes ronflent sous les broussailles, la boue de feuilles et d'herbes, le feuillage à demi brûlé. Et où pourrait-il mieux se masquer, le vrai Templier, si ce n'est au milieu de la foule de ces caricatures? Nous considérerons comme société druidique. Minuit approchait, et, selon le programme d'Aguillier, nous attendait la seconde surprise de la soirée. Nous quittâmes les jardins palatins et reprîmes le voyage à travers les collines. 3 quarts d'heure plus tard, Aguillier fit garer les 2 voitures au bord d'un fourré. Il fallait traverser un maquis, dit-il, pour arriver à une clairière, et il n'y avait ni route ni sentier. Nous avancions sur une pente légère, tout en piétinant dans le sous-bois. Ce n'était pas mouillé, mais les chaussures glissaient sur un dépôt de feuilles pourries et de racines gluantes. De temps à autre, Aguillier allumait une lampe de poche pour repérer les passages praticables, mais il l'éteignait aussitôt car, disait-il, il ne fallait pas signaler notre présence aux officiants. À un moment donné, Guettalevi hasarda un commentaire dont j'ai un vague souvenir. Peut-être évoqua-t-il le petit chaperon rouge, mais Aguillier, et avec une certaine tension, le priait de s'abstenir. Alors que nous étions sur le point de sortir du maquis, nous commençâmes d'entendre des voix lointaines. Nous arrivâmes enfin à l'orée de la clairière qui nous apparut dès l'abord éclairée par des lumières douces, comme des torches, ou mieux des lumignons qui ondoyaient presque à ras de terre, des lueurs faibles et argentées, comme si une substance gazeuse brûlait avec une froideur chimique en bulles de savon errant sur l'herbe. Aguillier nous dit de nous arrêter où nous étions, encore à l'abri des buissons, et d'attendre sans nous faire remarque. D'ici peu arriveront les prêtresses, les druidesses plutôt. Il s'agit d'une invocation à la Grande Vierge cosmique Mikil. Saint-Michel en représente une adaptation populaire chrétienne, et ce n'est pas un hasard si Saint-Michel est un ange, donc androgyne, et s'il a pu prendre la place d'une divinité féminine. D'où viennent-elles? Chuchota Guettalevi. 2 différents endroits, de la Normandie, de la Norvège, de l'Irlande. L'événement est plutôt singulier et cette terre est propice au rite. Pourquoi? Demanda Garamond. Parce que certains lieux sont plus magiques que d'autres. Mais qui sont-elles dans la vie? Demanda encore Garamond. Des personnes comme tout le monde. Des dactylos, des inspectrices, des poétesses. Des personnes que vous pourriez rencontrer demain sans les reconnaître. Maintenant, nous entrevoyons une petite foule qui s'apprêtait à envahir le centre de la clairière. Je compris que les lumières froides que j'avais vues étaient le petit clan que les prêtresses portaient à la main. Et elles m'avaient semblé au ras de l'herbe, parce que la clairière se trouvait au sommet d'un coteau, et de loin, j'avais discerné dans le noir les druidesses qui, montant de la vallée, en émergeaient sur le bord extrême du petit plateau. Elles étaient vêtues de tuniques blanches qui flottaient dans le vent léger. Elles se disposèrent en cercle, et au centre se placèrent 3 officiantes. Ce sont les 3 Anouïm de Lisieux, de Clonmacnois et de Pinot-Torinesse, dit Aguillier. Belbeau demanda précisément pourquoi elle, et Aguillier haussa les épaules. Silence. Attendons.
Je ne peux pas vous résumer en 3 mots le rituel et la hiérarchie de la magie nordique. Contentez-vous de ce que je vous dis. Si je n'en dis pas plus, c'est parce que je n'en sais rien. Ou que je ne peux rien dire. Il faut que je respecte certains devoirs de réserve. J'avais remarqué au milieu de la clairière un tas de pierres qui rappelait encore de loin un dolmen. La clairière avait été probablement choisie en raison de la présence de ces rocs. Une officiante monta sur le dolmen et souffla dans une trompette. On eût dit, plus encore que l'instrument que nous avions vu quelques heures auparavant, un buxin pour marche triomphale d'Aïda. Mais il en sortait un son feutré et nocturne, qui paraissait venir de très loin. Belbo me toucha le bras. C'est le Ramsinga. Le Ramsinga des Tugs, près du Magnan sacré. Je fus indélicat. Je ne me rendis pas compte qu'il plaisantait justement pour refouler d'autres analogies, et je retournai le couteau dans la plaie. Certes, ce serait moins suggestif avec le génisse, dis-je. Belbo acquiesça d'un signe de tête. Je suis ici précisément parce qu'ils ne veulent pas du génisse, dit-il. Je me demande si ce ne fut pas ce soir-là qu'il commença d'entrevoir un lien entre ses songes et tout ce qui lui arrivait ces mois-là. Aguillet n'avait pas suivi nos propos, mais il nous avait entendu chuchoter. Il ne s'agit pas d'un avis ni d'un appel, dit-il. Il s'agit d'une sorte d'ultrason pour établir le contact avec les ondes souterraines. Vous voyez, à présent, les druidesses se tiennent toutes par la main, en cercle. Elles créent une sorte d'accumulateur vivant pour recueillir et concentrer les vibrations telluriques. Maintenant, devrait apparaître le nuage. Quel nuage, murmurai-je? La tradition l'appelle nuage vert. Attendez. Je ne m'attendais à aucun nuage vert. Pourtant, presque subitement, de la terre se leva une brume soyeuse. Je l'aurais taxé le brouillard si elle avait été uniforme et massive. C'était une formation en flocons qui s'agrégeait en un point, et puis, mue par le vent, s'élevait par bouffées tel un écheveau de barbe à papa, se déplaçait en flottant dans l'air, allait se mettre en pelote dans un autre point de la clairière. L'effet était singulier. Tantôt apparaissaient les arbres sur le fond, tantôt tout se confondait en une vapeur blanchâtre, tantôt le gros flocon non tardé devenait fumigène au centre de la clairière, nous dérobant la vue de ce qui se passait, et laissant dégager les bords du plateau et le ciel, où continuait à resplendir la lune. Les mouvements des flocons étaient brusques, inattendus, comme s'ils obéissaient à l'impulsion d'un souffle capricieux. Je pensais à un artifice chimique, puis je réfléchis. À environ 600 mètres d'altitude, il était bien possible qu'il s'agisse de véritables nuages. Prévus par le rite évoqué? Peut-être pas, mais les officiantes avaient calculé que dans cette hauteur, dans ces circonstances favorables, pouvaient se former ces bancs erratiques à fleur de terre. Il était difficile d'échapper à la fascination de la scène, d'autant que les robes des officiantes s'amalgamaient à la blancheur des fumées, et que leurs silhouettes paraissaient sortir de cette obscurité laiteuse et y entrer, comme si elles étaient engendrées par elles. Vint un moment où le nuage avait envahi tout le centre du pré, et quelques floches, qui montaient en s'effilochant, cachaient presque totalement la lune, sans aller jusqu'à rendre les vies de la clairière toujours claires sur ses bords. Alors, nous vîmes une druidesse sortir du nuage, et en hurlant, courir vers le bois, les bras tendus en avant, si bien que je pensais qu'elle nous avait découverts et nous lançait des malédictions. Mais à 2 ou 3 mètres de nous, elle bifurqua et se mit à courir en rond autour de la nébuleuse, disparut vers la gauche dans la blancheur pour réapparaître sur la droite quelques minutes après. De nouveau, elle fut très près de nous et je pus voir son visage. C'était une sibylle au grand nez dantesque, sur une bouche aussi fine qu'une ragade, s'ouvrant comme une fleur sous-marine, sans plus de dents, sauf 2 uniques incisives et une canine asymétrique. Les yeux étaient mobiles, rapaces, brillants. J'entendis où il me sembla entendre, et je crois maintenant me rappeler avoir entendu, et je superpose à ce souvenir d'autres réminiscences, avec une série de mots que je pris alors pour du gaélique, certaines évocations dans une sorte de latin, quelque chose comme « O peña »,« O eo intus » et « E ullama ». Et d'un coup, la brume disparut presque, la clairière redevint limpide, et je vis qu'elle avait été envahie par une troupe de cochons au cou trapu, entourés d'un collier de pommes vertes. La druidesse qui avait sonné de la trompette, toujours perchée sur le dolmen, brandissait à présent un couteau.
dit Taglier d'un ton sec. C'est fini. Je m'aperçus en entendant que le nuage se trouvait au-dessus de nous et autour de nous, et que je ne discernais presque plus mes voisins. Comment c'est fini, dit Gramont? Il me semble que le meilleur commence à présent. C'est fini pour ce que vous pouviez voir, vous. Impossible, respectons le rite. Alors. Il rentra dans le bois, aussitôt absorbé par l'humidité qui nous enveloppait. Nous avançâmes en frissonnant, glissant sur le terreau de feuilles pourries, haletants et désordonnés tels les soldats d'une armée en fuite. Nous nous retrouvâmes sur la route. Nous pourrions être à Milan en moins de 2 heures. Avant de monter dans la voiture de Garamond, Aglier nous salua. « Pardonnez-moi si j'ai interrompu le spectacle. Je voulais vous faire connaître quelque chose. Quelqu'un qui vit autour de nous, et pour qui, au fond, vous aussi désormais vous travaillez. Mais on ne pouvait en voir davantage. Lorsque j'ai été informé de cet événement, j'ai dû promettre que je ne troublerais pas la cérémonie. Notre présence eut négativement influencé les phases suivantes. Mais les cochons... Et que se passe-t-il maintenant? Demanda Belbeau. Ce que je pouvais dire, je l'ai dit. À quoi te fait penser ce poisson? Je revins du Piémont bourrelé de remords. Et comme je revilia, j'oubliais tous les désirs qui m'avaient effleuré. Toutefois, ce voyage m'avait fourni d'autres pistes. Et je trouve à présent préoccupant de ne m'en être pas alors préoccupé. J'étais en train de mettre définitivement en ordre, chapitre après chapitre, l'iconographie pour l'histoire des métaux, et je ne parvenais plus à m'arracher au démon de la ressemblance, comme cela m'était déjà arrivé à Rio. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre ce poêle cylindrique de Réaumur 1750, cette chambre chaude pour le couvage des œufs, et cet Athanor 17e, ventre maternel, sombre utérus pour le couvage de qui sait quel métaux mystique? C'était comme si on avait installé le Deutsche Museum dans le château piémontais que j'avais visité une semaine auparavant. Il me devenait de plus en plus difficile de faire le départ entre le monde de la magie et ce que nous appelons aujourd'hui l'univers de la précision. Je retrouvais les personnages que j'avais étudiés à l'école comme des porteurs de la lumière mathématique et physique au milieu des ténèbres de la superstition, et je découvrais qu'ils avaient travaillé un pied dans la cavale et un pied dans leur laboratoire. Se pouvait-il que je fusse en train de relire l'histoire entière à travers les yeux de nos diaboliques? Mais enfin, je tombais sur des textes insoupçonnables qui me racontaient comment les physiciens positivistes, frais et moulus de l'université, allaient se frotter aux séances médiumniques et aux cénacles astrologiques, et comment Newton était arrivé aux lois de la gravitation universelle parce qu'il croyait à l'existence de forces occultes. Je me rappelais ses explorations dans la cosmologie Rose-Croix. Je m'étais fait un devoir scientifique d'incrédulité, mais à présent, il fallait que je me méfie même des maîtres qui m'avaient appris à devenir incrédule. Je me dis, je suis comme en paro. On ne m'y prend pas, mais je me laisse prendre. Et je me surprenais à réfléchir sur le fait qu'au fond, la Grande Pyramide avait vraiment pour hauteur 1/1000e de la distance Terre-Soleil, ou que se dessinaient vraiment des analogies entre mythologie celtique et mythologie amérindienne. Et je commençais à interroger tout ce qui m'entourait, les maisons, les enseignes, les magasins, les nuages dans le ciel et les gravures dans les bibliothèques, pour qu'ils me racontent non pas leur histoire, mais une autre histoire, que certainement ils cachaient, mais qu'en définitive, ils dévoilaient à cause et en vertu de leur mystérieuse ressemblance. C'est l'IA qui me sauva, momentanément du moins. Je lui avais tout raconté, ou presque, de ma visite au Piémont, et soir après soir, je revenais à la maison avec de nouvelles données à ajouter à mon fichier des croisements. Elle commentait « Mange, que tu es maigre comme un clou !» Un soir, elle s'était assise à côté de mon bureau, elle avait tiré à droite et à gauche les mèches de son front pour me regarder droit dans les yeux, elle s'était mis les mains sur son giron comme fait une ménagère. Elle ne s'était jamais assise de cette façon, en écartant les jambes, la jupe tendue d'un genou à l'autre. Je pensais que c'était une pose disgracieuse. Et puis j'observais son visage, et il me paraissait plus lumineux, inondé d'une tendre couleur. Je l'écoutais, mais sans savoir encore pourquoi, avec respect. « Poum !» m'avait-elle dit. « Je n'aime pas la manière dont tu lis l'histoire des éditions Manuzio. Avant, tu recueillais des faits comme on recueille des coquillages. Maintenant, on dirait que tu coches des numéros sur les fiches du loto. C'est seulement parce que je m'amuse davantage avec ces gens-là.
Tu ne t'amuses pas, tu te passionnes, mais c'est différent. Fais attention, ces gens-là sont en train de te rendre malade. N'exagérons pas à présent. Tout au plus, ce sont eux les malades. On ne devient pas fou en étant infirmier dans un asile d'aliénés. Ça, c'est encore à prouver. Tu sais que je me suis toujours méfié des analogies. Maintenant, je me trouve dans une fête d'analogies. Une Coney Island, un 1er mai à Moscou, une année sainte d'analogie. Je m'aperçois que certaines sont meilleures que d'autres, et je me demande si par hasard, il n'y aurait pas une vraie raison. Poum, m'avait dit Lia. J'ai vu tes fiches. Parce que c'est moi qui les remets en ordre. Quoi que découvre tes diaboliques, c'est déjà ici. Regarde bien. Et elle se tapait le ventre, les flancs, les cuisses et le front. Assise comme ça, les jambes écartées qui tendaient sa jupe de face, elle donnait l'impression d'une nourrice solide et florissante. Elle si fine et flexueuse, parce qu'une sagesse paisible l'illuminait d'autorité matriarcale. Poum, il n'y avait pas d'archétype, il y a le corps. Dans le ventre, c'est beau, parce que l'enfant y grandit, et s'y enfile, tout joyeux, tout oiseau, et y descend la bonne nourriture pleine de saveurs. Et voilà pourquoi sont beaux et importants la caverne, l'anfractuosité, la galerie, le souterrain, et même le labyrinthe, qui est en fait l'image de nos bonnes et saintes tripes. Et quand quelqu'un doit inventer quelque chose d'important, il le fait venir d'ici, parce que tu es venu ici toi aussi, le jour où tu es né. Et la fertilité est toujours dans un trou, ou quelque chose d'abord pourri, et puis voilà, un petit chinois, un dattier, un baobab. Mais le haut est mieux que le bas. Car si tu es la tête en bas, le sang te monte à la tête, car les pieds puent et les cheveux moins. Car il vaut mieux grimper sur un arbre pour cueillir les fruits que finir sous la terre pour engraisser les vers. Car on se fait rarement mal en se cognant en l'air, ou alors il faut se trouver au grenier, et d'ordinaire, on se fait mal en tombant par terre. Et voilà pourquoi le haut est angélique et le bas diabolique. Mais comme ce que j'ai dit avant sur mon joli petit ventre est vrai aussi, l'une et l'autre chose sont vraies. Le bas et le dedans sont beaux, en un sens. En un autre sens, le haut et l'extérieur sont beaux. Et l'esprit de Mercure et la contradiction universelle n'ont rien à y voir. Le feu te tient chaud et le froid te donne une bronchopneumonie, surtout si tu es un savant d'il y a 4000 ans. Et donc, le feu a de mystérieuses vertus, d'autant qu'il te cuit un poulet. Mais le froid conserve le même poulet, et le feu, si tu le touches, te fait pousser une ampoule grosse comme ça. Par conséquent, si tu penses à une chose qui se conserve depuis des millénaires, comme la sapience, il faut que tu la penses sur une montagne, en haut. Et nous avons vu que c'est bien. Mais dans une caverne, qui est aussi bien, et au froid éternel des neiges tibétaines, qui est excellent. Et puis, si tu veux savoir pourquoi la sapience vient de l'Orient et non pas des Alpes suisses, c'est parce que le corps de tes ancêtres, le matin, quand ils s'éveillaient et qu'il faisait encore sombre, regardait à l'est, en espérant que se lève le soleil et qu'il ne pleuve pas, nom d'un chien. Oui, maman. Bien sûr que oui, mon petit. Le soleil est bon parce qu'il fait du bien au corps, et parce qu'il a le bon sens de réapparaître chaque jour. Par conséquent, tout ce qui revient est bon. Pas ce qui passe et s'en va et disparaît de la circulation. La meilleure façon de revenir d'où on est passé sans refaire 2 fois le même chemin, c'est d'avancer en cercle. Et comme l'unique bête qui fait la gimblette est le serpent, de là viennent tous ces cultes et ces mythes du serpent, parce qu'il est difficile de représenter le retour du soleil en faisant faire la gimblette à un hippopotame. Par ailleurs, si tu dois procéder à une cérémonie pour invoquer le soleil, t'as intérêt à te déplacer en cercle. Parce que si tu te déplaces en ligne droite, tu t'éloignes de chez toi, et il faudra que la cérémonie soit très courte. Sans compter que le cercle est la structure la plus pratique pour un rite. Et même ceux qui crachent le feu sur les places le savent. Parce qu'en cercle, tout le monde voit également qui se tient au centre, tandis que si une tribu entière se mettait en ligne droite, comme une escouade de soldats, les plus éloignés ne verraient pas. Et voilà pourquoi le cercle et le mouvement rotatoire et le retour cyclique sont fondamentaux dans tout culte et dans tout rite. Oui, maman. Bien sûr que oui. Et maintenant, passons au nombre magique qui plaise tant à tes auteurs. 1, c'est toi qui n'es pas 2. 1, c'est ton petit machin là. 1, c'est ma petite machine ici. 1 sont le nez et le cœur. Et donc tu vois combien de choses importantes sont 1. Et 2 sont les yeux, les oreilles, les narines, mes seins et les épaules, les jambes, les bras et les fesses. 3 est le plus magique de tous, parce que notre corps ne le connaît pas. Nous n'avons rien qui soit 3 choses, et ce devrait être un nombre très mystérieux, très que nous attribuons à Dieu, ou que nous vivions. Mais si tu y réfléchis, moi, j'ai une seule petite chose, et toi, tu as un seul petit truc, tais-toi, tu ne fais pas le malin.
Et si nous mettons les deux ensemble, il sort un nouveau trucmus, et nous devenons 3. Mais alors, il faut vraiment un professeur agrégé de l'université pour découvrir que tous les peuples ont des structures ternaires, trinités et choses de ce genre. Mais les religions, ils ne les faisaient tout de même pas avec un computer. C'étaient tous des gens très bien, qui baisaient comme il faut. Et toutes les structures trinitaires ne sont pas un mystère. Elles sont le récit de ce que tu fais toi, de ce qu'ils faisaient eux. Mais 2 bras et 2 jambes font 4, et voilà que 4 est aussi un beau nombre. Surtout si tu penses que les animaux ont 4 pattes. Et qu'à 4 pattes vont les petits enfants, comme le sang. Elles sont le récit de ce que tu fais toi, de ce qu'ils faisaient eux. Mais 2 bras et 2 jambes font 4, et voilà que 4 est aussi un beau nombre, surtout si tu penses que les animaux ont 4 pattes, et qu'à 4 pattes vont les petits enfants, comme le savait le sphinx. 5, n'en parlons pas, ce sont les doigts de la main. Et avec 2 mains, tu as cet autre nombre sacré qui est 10, et forcément, même les commandements sont au nombre de 10, sinon, s'il y en avait 12, quand le prêtre dit 1, 2, 3 et montre ses doigts, arrivé aux 2 derniers, il faudrait qu'il se fasse prêter une main par le sacristain. À présent, prends le corps et compte toutes les choses qui poussent sur le tronc. Avec les bras, les jambes, tête et pénis, il y en a 6. Mais pour la femme, 7. Raison pourquoi, il me semble que parmi tes auteurs, le 6 n'est jamais pris au sérieux, sauf comme le double de 3, parce qu'il ne marche que pour les hommes, lesquels n'ont aucun 7. Et quand ce sont eux qui commandent, ils préfèrent le voir comme un nombre sacré, oubliant que mes tétons aussi poussent à l'extérieur, mais patience. 8. Mon Dieu, nous n'avons aucun 8. Non, attends, si bras et jambes ne comptent pas pour 1, mais pour 2, à cause du coude et du genou, nous avons 8 grands os longs qui brinquent dehors. Tu prends ces 8, plus le tronc, et tu as 9. 10 si par-dessus le marché tu ajoutes la tête. Mais à toujours tourner autour du corps, tu en tires les nombres que tu veux. Pense au trou. Au trou. Oui, combien de trous a ton corps? Ben, je me comptais. Yeux, narines, oreilles, bouche, cul. Ça fait 8. Tu vois, une autre raison pour laquelle 8 est un beau nombre. Mais moi j'en ai 9. Et avec le 9e, je te fais venir au monde. Et voilà pourquoi 9 est plus divin que 8. Mais tu veux une explication d'autres figures récurrentes. Tu veux l'anatomie de tes menhirs, dont tes auteurs parlent sans arrêt. On est debout le jour et allongé la nuit. Même ton petit machin, non, ne me dis pas ce qu'il fait la nuit. Le fait est qu'il travaille droit et se repose étendu. Par conséquent, la station verticale est vie et se trouve en rapport avec le soleil. Et les obélisques se dressent en l'air comme les arbres, tandis que la station horizontale et la nuit, son sommeil est donc mort. Et tous adorent les menhirs, pyramides, colonnes, et personne n'adore les balcons et balustrades. As-tu jamais entendu parler d'un culte archaïque sur la rampe sacrée? Tu vois? Et c'est aussi que le corps ne te le permet pas. Si tu adores une pierre verticale, même si vous êtes une multitude, tout le monde la voit. Si par contre tu adores une chose horizontale, seuls ceux qui sont au premier rang la voient, et les autres poussent en disant « moi et moi ». Et c'est pas un beau spectacle pour une cérémonie magique. Mais les fleuves, ce n'est pas parce qu'ils sont horizontaux, mais parce qu'il y a de l'eau dedans. Et tu ne veux tout de même pas que je t'explique le rapport entre l'eau et le corps. Bon, en somme, nous sommes faits comme ça, avec ce corps, tous. Et c'est pour ça que nous élaborons les mêmes symboles à des millions de kilomètres de distance, et forcément tout se ressemble. Et alors tu vois que les personnes douées d'un brin de jugeote, si elles regardent le fourneau de l'alchimiste, tout fermé et chaud dedans, pensent au ventre de la mère, qui fait son enfant. Et seuls tes diaboliques, voyant la Vierge sur le point d'accoucher, pensent que c'est une allusion au fourneau de l'alchimiste. C'est ainsi qu'ils ont passé des milliers d'années à chercher un message, quand tout était déjà ici. Il suffisait qu'ils se regardent dans leur miroir. Toi, tu me dis toujours la vérité. Tu es mon moi qui est au fond de mon soi, vu par toi. Je veux découvrir tous les archétypes secrets du corps. Ce soir-là, nous inaugurâmes l'expression « faire les archétypes » pour indiquer le moment de tendresse. Alors que déjà je m'abandonnais au sommeil, Lia me toucha l'épaule. « J'ai oublié, dit-elle. Je suis enceinte. » J'aurais dû écouter Lia. Elle parlait avec la sagesse de qui sait où naît la vie. En nous engageant dans les souterrains d'Agartha, dans la pyramide d'Isis dévoilée, nous étions entrés dans Géboura, la séphira de la terreur.
le moment où la colère se fait sentir dans le monde. Ne m'étais-je pas laissé séduire, ne fût-ce qu'un instant, par la pensée de Sophia? Maurice Cordovero dit que le féminin est à gauche et que toutes ses directions sont de Gédoura. À moins que l'homme ne mette en œuvre ses tendances pour parer son épouse, et, tout en l'attendrissant, ne la fasse marcher vers le bien. Comme pour dire que tout désir doit demeurer dans ses propres limites. Autrement, Gédoura devient la sévérité, l'apparence obscure, l'univers des démons. Discipliner le désir. Ainsi avais-je fait dans la tente de Lubanda. J'avais joué de l'agogo, j'avais pris part au spectacle du côté de l'orchestre, et je m'étais soustrait aux transes. Et ainsi avais-je fait avec Lia. J'avais réglé le désir dans l'hommage à l'épouse, et j'avais été récompensé au creux de mes lombes, ma semence avait été bénie. Mais je n'ai pas su persévérer. J'allais succomber à la beauté de Tiferet.